Donc merci à tous d'être venus pour ce deuxième web pitch. Donc sur la thématique qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, avec Laurent qui va venir, qui nous présente X-Ray First. Donc Rebonjour à ceux que j'ai pas vus, mais je pense que j'ai vu tout le monde. voilà. Donc je vais être très rapide. Merci à ceux qui nous ont fait un retour sur le questionnaire que nous avons envoyé. On vous a pas oublié, on va vous répondre prochainement. Et donc on va essayer de faire une communication qui va vous permettre également d'étendre un petit peu plus les questions si besoin. Il n'y a pas de souci, on revient vers vous prochainement. Je vais te laisser la parole. Merci Jonathan. Donc, bienvenue à tous. Moi je suis ici pour vous exposer un petit peu ce que l'équipe ex-Reach the First faisait et apporte et comment on vient avec vous finalement construire cette histoire OnePoint. Et donc je suis simplement venu vous raconter une histoire. Ni plus ni moins. Comme toute bonne histoire, à un moment donné, il faut pouvoir avoir des interlocuteurs, il y a des personnages, ainsi de suite. Vous allez les être puisqu'on va la construire ensemble. Et donc, vous avez chacun des post-it et à un moment donné, il y a des petites questions qui vont arriver. Et l'objectif, c'est simplement que vous puissiez répondre. Chaque question a une couleur. Et en fonction de ce que vous pensez, vous pouvez effectivement lever le petit drapeau qui va bien. Et sachant qu'à la fin, en fait, il y aura une petite surprise. Donc on regarde et on note ceux qui répondent bien, qui ne répondent pas bien, moins bien. On ne triche pas. Et l'équipe Reach the First, ex-Reach the First, nouvellement OnePoint, vous avez le droit de répondre, vous ne serez pas pris en compte. Je le précise. Donc, je viens raconter un peu notre histoire, au travers notamment des compétences. C'était une société d'une dizaine de personnes qui était juste de l'autre côté de la rue à peu de choses près et qui faisait justement ce qu'on appelle de la transformation digitale. Nous, notre métier, c'était de transformer le métier, et surtout de guider et d'accompagner finalement l'évolution du métier de nos clients face aux enjeux du digital. Et évidemment, on souhaitait grandir, on souhaitait aussi faire plus que ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, ok, avec OnePoint, on pourrait devenir acteur et finalement, non pas faire juste de la transformation, mais aller plus loin et dessiner le monde de demain. Puisque c'est finalement l'ambition de OnePoint. Donc on s'est dit, ok, on s'inscrit complètement dans cette ambition, on veut le faire, et puis c'est aussi comme ça qu'on est arrivé chez vous, chez nous. Donc la transformation, ça passe par quoi? Pour quand même comprendre un certain nombre de choses. Ça passe déjà par ce qu'on appelle un parcours client, ça passe par une notion d'expérience, il y a tout un tas d'éléments. Je vais passer assez rapidement, mais disons que tout ce qu'on fait quand on appelle ça un parcours client, un parcours utilisateur de partout globalement, il faut se dire ok, qu'est-ce qui va attirer l'utilisateur, qu'est-ce qui quelque part va l'engager, lui permettre une notion de conversion, c'est-à-dire l'atteinte d'un objectif finalement, et qu'est-ce qui va le fidéliser, voire même le rendre prescripteur. On vient de participer là, juste avant à une problématique liée à Topdesk dont on va plus ou moins tous se servir, et c'était exactement ça, c'était de dire ok, comment on peut réfléchir à un moment donné faciliter l'intégration et l'adoption d'une solution qui va venir faire évoluer complètement notre organisation et qui va toucher aussi bien nous en interne que les clients. Et donc les questions, elles se posent aussi de cette manière-là. C'est de se dire comment je définis une vision, puis une stratégie, différents canaux qui peuvent être digitaux ou pas, différentes assets et data, les tactiques, et comment je définis ma relation à l'utilisateur ou au client. Et donc je vais passer assez rapidement parce qu'il y a pas mal de blabla là-dessus. C'est juste pour donner un exemple. Est-ce qu'on est orienté produit, c'est-à-dire globalement je mets partout mes produits et je pousse mes produits, ou est-ce qu'on va être orienté plutôt sur une audience et donc je vais segmenter comme par exemple tout le monde connaît un peu le groupe Farvest avec les différentes communautés où on a le HR1, le IT1, les marketeurs, et ainsi de suite. Bon voilà, ils segmentent par audience. Eux, ils sont plutôt sur ce niveau de maturité. Ou est-ce qu'on est orienté client, dans quel cas on va plutôt travailler
niveau des services, avec une approche qui va plus être orientée vers le besoin du client, ce qu'on essaye de faire notamment aussi ici, et où est-ce qu'on est carrément dans ce qu'on appelle l'expérience client et qu'on va travailler sur ce qu'on appelle les interactions avec les clients. Donc là, on va plutôt arriver avec effectivement des algorithmes, on appelle les algorithmes robustes ou communément l'intelligence artificielle, pour essayer d'être en temps réel et en fonction de qui nous sommes, pouvoir, qu'on soit utilisateur ou client ou fournisseur ou peu importe, mais que dans tous les cas, on ait une expérience qui soit unique. Voilà, donc nous, on était vraiment spécialisé là-dedans, avec effectivement en termes de livrables, des solutions qui étaient web. On était vraiment spécialisé dans le web. Et donc on va se poser toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on porte quand on fait quelque chose? C'est à des fins de quoi? Ça va être à des fins de porter une marque. Quel type de marque? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est le corporate? Est-ce que c'est à titre personnel pour une influence? Alors ça peut être une influence publique, hein, pour un personnage public, qui soit acteur, qui soit ministre, qui soit je ne sais qui soit dirigeant d'entreprise d'ailleurs. Est-ce qu'on va travailler sur les expertises, le thought leadership? Comment on veut le faire? Comment on veut évoluer au niveau business. Donc on va travailler aussi sur les notions de processus, ça va être très très important dans notre métier. Et puis on va travailler aussi sur toutes les thématiques évidemment humaines, sur les notions de recrutement, les notions de fidélisation des gens qui sont en interne, le parcours, l'expérience employée notamment, et le parcours des collaborateurs. Et on va travailler aussi sur la marque employeur, comment mieux recruter et comment finalement se faire identifier par les futurs candidats comme un endroit où ils vont pouvoir se développer, s'épanouir. Donc ça passe par toutes ces dimensions aussi stratégiques. Donc là je mets vraiment un overview, hein, on est bien d'accord. Et on peut imaginer, alors c'est juste pour, par rapport au tableau juste avant, essayer de comprendre comment on pourrait rentrer dans une certaine logique. Alors évidemment, normalement c'est beaucoup plus espacé, mais c'est de se dire, si je suis dans une orientation basse, produit, où je vais effectivement vendre mes produits, souvent je vais avoir une notion de catalogue segmenté par exemple. Je vais rester sur souvent uniquement un site web ou pas grand-chose et je vais faire du placement produit. Et puis petit à petit, je vais évoluer. Si je suis focalisé sur l'audience, je vais plutôt pousser des marques. Je vais globalement essayer de capter des contacts. Donc je vais faire ce qu'on appelle chez nous du push, c'est-à-dire que je vais aller pousser de l'information vis-à-vis de mes clients. Je vais aller optimiser l'existant et je vais essayer de travailler mes communautés, de les segmenter et de les développer. Puis petit à petit, je vais évoluer comme ça, en les fidélisant vers des offres de services avec une orientation plutôt client. Et c'est évidemment le client qui va venir à moi. Et je vais tout faire pour que le client vienne à moi, par exemple. Et je vais arriver sur du contenu personnalisé et du service personnalisé jusqu'à ce qu'on appelle le self-service avec effectivement une notion d'interaction et ce qu'on appelle la véritable expérience utilisateur, véritable expérience client, où finalement c'est directement chacun qui va se servir de manière complètement personnalisée dans ses outils, dans son workplace, dans ses achats, dans tous ces éléments-là. Et donc, nous, c'est comment on peut faire évoluer et transformer une société qui serait à ce stade ici de maturité, sachant que c'est à peu près entre 60 et 65% du marché européen, je précise, donc la majorité est encore là. Et plus on avance ici, évidemment, plus on perd en masse. Et le secteur financier est encore beaucoup sur ce degré de maturité-là. Donc on a encore énormément de choses à faire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on faisait au niveau de l'équipe et qu'est-ce que surtout on avait comme projet qu'on est en train de mettre en place tous ensemble au sein de notre aventure commune et de notre histoire OnePoint. D'abord, on est venu renforcer la partie design thinking. Donc, je vais aller expliquer un petit peu ce que c'est après. Développer l'expérience client. Dès qu'on fait un élément effectivement de, comme je l'ai dit tout à l'heure, une interface, un applicatif, un service, n'importe quoi, on va essayer de travailler cette expérience. Qu'est-ce qui va faire que globalement, au niveau émotionnel et cognitif, la personne va avoir une perception qui va être positive, qui va nous permettre d'avoir un ancrage dans son cerveau, si je puis dire. Elle va se rappeler de nous positivement et globalement va être amenée à se resservir de l'outil qu'on lui aura proposé ou du service qu'on lui aura proposé. Apporter de l'UX, ça c'est vraiment une partie plutôt design qu'on va voir, où là effectivement on a notamment Arnaud qui travaille toujours dessus et on est en train de compléter d'ailleurs l'équipe au sein de OnePoint, où là c'est vraiment rendre à la fois les choses d'abord faciles et après jolies.
Donc c'est de se dire comment quelque chose de compliqué peut être complètement intuitif sur ce qu'on appelle le fameux parcours utilisateur. Apporter des compétences en digital marketing, par exemple, il y a des certifications. Donc, je pense à quelqu'un comme François dans notre équipe qui a des certifications sur Google Analytics, des choses du genre. On avait des certifications sur des portails d'expérience client comme Sitecore. Il y a du Kentico qu'on fait ici, par exemple. Voilà, c'est des technologies aussi sur lesquelles on travaille déjà avant de commencer à écrire notre histoire au sein de OnePoint. Et puis, on va travailler aussi beaucoup sur, par exemple, de la gamification. Donc ça, je sais qu'il y a une structure spécifique, un groupe spécifique qui s'appelle Trixir qui œuvre en gamification au sein de OnePoint. Mais nous, on développait aussi énormément de jeux. On a fait d'ailleurs des jeux sur tablette et mobile. Et puis, on est venu beaucoup à travailler sur des mécaniques de jeu au sein finalement d'outils qu'on a mis en place pour pouvoir, à un moment donné, soit pousser les gens à l'exploiter au mieux, soit par exemple à remplir un formulaire jusqu'au bout, alors que c'est rébarbatif, ou alors mieux apprendre, mieux adopter l'outil. Donc ça, ce sont aussi des missions de OnePoint, donc c'est complètement aujourd'hui contemporain et actuel, je veux dire. Et donc dans ce cadre-là, c'est quelque chose qu'on faisait déjà et qu'on a pour mission de déployer encore plus ici. Augmenter l'offre en content marketing, donc on va voir que OnePoint ne faisait pas trop de contenu. Nous, on développait beaucoup des contenus sur des réseaux sociaux, sur les sites, des choses du genre. Donc je vais présenter rapidement ceci après. Supporter la compétence projet, puisqu'en fait on avait différents chefs de projet chez nous et donc au travers notamment de Céline et François, ils sont venus renforcer les chefs de projet, l'équipe existante en fait. Être capable aussi de projeter des histoires. Donc, par exemple, le fait qu'on ait une cellule qui s'appelle RT1 TV, qui est gérée par Dany, qui est derrière, et qui permet effectivement de filmer. Alors là, c'est bien pour pouvoir faire du replay par après, mais c'est bien aussi pour faire de la formation, et c'est bien aussi pour aller exposer des choses, transmettre un message, alors souvent commercial, mais pas que, qui peut être un message fédérateur. Et donc, on va voir après qu'est-ce que cela signifie. On est là aussi pour accélérer cette évolution de OnePoint. C'est ça que je voulais dire. Ici, c'est un panel de solutions qu'on exploitait au quotidien dans l'équipe, sachant qu'aujourd'hui, on a un focus très fort sur Kentico. Ici, on était beaucoup dans le monde open source avant d'arriver chez OnePoint. Donc, l'équipe, notamment au travers de Thomas et d'Aurélien, qui sont nos développeurs back-end, travaille toujours beaucoup sur la partie l'environnement Linux en général et du PHP, différentes solutions. Et on travaillait par rapport au contenu beaucoup aussi avec ces solutions qui sont des solutions en fait soit de gestion de diffusion sur les réseaux sociaux ou de travail d'amélioration de l'engagement. Donc d'essayer finalement d'identifier des communautés et de comment on peut augmenter l'interaction avec ces fameuses communautés. D'accord ? Et ça permet aussi de gérer ce qu'on appelle la e-réputation. Réputation de marque sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc on a vu notamment, alors, avant d'arriver aux questions, par rapport au panel de solutions qu'on avait et au panel de solutions qui sont existantes chez OnePoint et que nous apprenons, c'est ça aussi pour ça qu'on écrit vraiment une histoire, c'est que nous-mêmes on apprend constamment de OnePoint au travers de SharePoint, au travers des différents outils. Alors, il y en a qu'on partageait comme Kentico, mais il y en a tellement au travers des partenariats, quand on voit certains qui maintenant sont accrédités à AWS, il y a la G Suite, il y a tout l'Office 365 qu'on a vu la dernière fois avec Jonathan. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on apprend et sur lesquelles on est en train de s'inscrire avec vous. Plutôt que de globalement vous dire à chaque fois ce que c'est, mon objectif c'est d'identifier pour vous, renforcer le design thinking. C'est quoi? Est-ce que c'est une définition de l'UX? Est-ce que c'est anticiper les usages utilisateurs pour éviter les frustrations et maximiser l'adoption d'un produit? Ou est-ce que c'est une phase d'idéation aboutissant à un plan d'engagement? À vous. Alors, je voulais dire un truc, excusez-moi, parce que c'était pour dire que le design thinking, c'est surtout finalement déjà aussi un état d'esprit et c'est être vraiment créatif et être capable d'être vraiment décalé pour aller produire des choses qui vont quelque part sortir aussi de l'ordinaire et ensuite pour générer cette fameuse expérience et à partir de là d'être carré, concis, synthétique et d'être capable de le reschématiser
justement pour pouvoir le produire sous forme de processus notamment. Donc le design thinking est quelque chose qui est à la fois passionnant, à la fois créatif, mais aussi extrêmement terre à terre, codifié et qui demande aussi une vraie capacité de conception et de modélisation. L'expérience client pour vous, c'est quoi? Prendre en compte l'ensemble des émotions, perceptions d'un client avant, pendant, après l'achat ou l'utilisation d'un produit. Est-ce que c'est créer une expérience positive pour un client ou faire qu'il se souvienne de nous après nous avoir rencontrés? C'est bleu. Effectivement, bravo pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Voilà. Donc, c'était là où je m'étais mis une petite note. Effectivement, c'est construire cette fameuse relation cognitive, donc basée sur notamment les émotions et la perception, qui va être positive avec le client. L'objectif étant d'avoir une relation durable et de satisfaire après évidemment un objectif souvent qui va être commercial. Mais c'est de passer plutôt sur on rencontre tout ça avec des applications et souvent notamment sur les applicatifs mobiles, cette expérience elle se fait en moins de 30 secondes, quoi. Donc c'est hyper important, d'où ces métiers d'expérience client et d'expérience utilisateur qui sont hyper importants et l'objectif c'est d'en avoir conscience sur chaque stade ou chaque étape de la notion de production, que ce soit sur un front-end qui soit à disposition d'un utilisateur ou que ce soit aussi un back-end qui va être à disposition d'un contributeur. Et souvent, on n'y pense pas au niveau back-end. Et je sais que, par exemple, chez nous, au sein de notre équipe, on a toujours fait très attention à ce que, pour les utilisateurs back-end, ce soit simple, facile, intuitif. Et on a toujours essayé de travailler en mode itératif pour améliorer encore en fonction de l'usage utilisateur, même en back-end. Donc ça, c'est au cœur aussi de notre mindset, en fait. Le content marketing, c'est quoi? C'est créer du contenu pour les sites. C'est rédiger des livres illustrant l'expertise de OnePoint, comme ce que fait Franck. C'est concevoir une stratégie de contenu pour un client et la déployer sur tous les canaux qu'il utilise. Il y a des petits doutes par là, non? C'est pas... Mais non, ouais. Good. Évidemment, tous pour l'orange, on est bien d'accord. La particularité du content marketing surtout, c'est que énormément de gens, quand je vous parlais de transformation tout à l'heure, le contenu en fait partie et la manière dont on gère le contenu aussi. C'est-à-dire que énormément de sociétés encore aujourd'hui vont travailler de manière à découper les différents médias et en ayant des lignes, très souvent des lignes budgétaires, en disant ben voilà, j'ai tant pour la pub sur la télé, j'ai tant pour l'affichage, le print, j'ai tant pour le web, j'ai tant pour mes campagnes Google AdWords et compagnie. Et c'est comme ça qu'ensuite ils créent, non seulement qu'ils budgétisent, mais qu'ils créent aussi leur contenu. Donc, et c'est pas forcément en cherchant à s'adapter non plus à un utilisateur. Et donc on est aujourd'hui sur des campagnes, encore une fois, qui sont extrêmement structurées par médias. Et donc là, on est dans du content marketing qui est finalement basé sur du marketing traditionnel, c'est-à-dire avec une segmentation souvent soit démographique ou par canaux. Alors que le content marketing aujourd'hui, donc pas publicitaire mais content marketing pur, à un moment donné, il va être plutôt comportemental. C'est ce qui différencie le marketing traditionnel du marketing digital. C'est basé sur des comportements et donc on va aller travailler sur ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des groupes de personnes, peu importe l'âge, la notion de culture, le genre, si on est un homme et une femme. C'est simplement un groupe de personnes qui, globalement, va avoir un même comportement de recherche pour satisfaire un même besoin. Et donc dans ce cadre-là, on va avoir un contenu qui va être beaucoup plus engageant et on va travailler aussi sur tout un cycle de vie. C'est-à-dire que le contenu, il va commencer peut-être par une accroche, un teaser, quelque chose comme ça. Et puis finalement, on va faire découvrir de plus en plus l'information et par différents canaux également. Mais l'objectif, c'est qu'on ne fasse pas du relais et que l'information soit différente en fonction des canaux. Et que globalement, en fonction du moment de la journée et si je suis dans mon mode privé ou dans mon mode pro et ainsi de suite, je ne vais pas donner non plus distribuer la même information et je ne vais pas utiliser le même canal, bien évidemment. Donc c'est aussi comprendre les usages des gens et optimiser le contenu par rapport à ça. Ça va être aussi de créer ce qu'on appelle un cycle de vie du contenu. Autrement dit, j'ai un effort très très conséquent en termes de contenu à réaliser au sein de mon entreprise. Et c'est comment je vais pouvoir, avec une seule rédaction par exemple d'un article, comment je vais pouvoir l'exploiter via les réseaux sociaux, via des newsletters, via un blog, via mon site web, sans être répétitif. Donc c'est comment je vais le penser
avec encore une fois des accroches, des titres, des choses différentes, ou arriver avec des thèmes qui vont être sur une partie de mon article et je vais juste faire un zoom sur l'une des thématiques, l'un des paragraphes de mon article par exemple, qui va être orienté uniquement ou à destination uniquement d'un persona. Voilà. Et donc c'est plus du tout la même manière de gérer le contenu. Et donc on est dans des problématiques de société qui ont des problématiques de temps, des problématiques évidemment de budget, et le contenu est de plus en plus prépondérant, notamment sur les sites web et sur le web en général, du fait du référencement naturel. Il y a de plus en plus de concurrence, on recherche tous via du Quant, du Google et consorts. Et donc c'est un élément qui nous occupait énormément et qui nous occupe toujours. Et ça fait une bonne partie de l'occupation du temps de Céline chez nous actuellement, par exemple. Gérer un projet, c'est être le garant du respect des variables du projet, mettre son grain de sel partout dans le processus de production ou faire des réunions, encore des réunions, toujours des réunions. Il y a des pièges, je suis désolé, il y a des pièges. Voilà, et donc là on voit que le piège fonctionne, si je puis dire. Ok. Oui, c'est un mélange, on est d'accord, ok. Voilà, nous notre objectif c'est de très concrètement faire passer du projet traditionnel à un projet effectivement agile. On y travaille tous à cela pour complètement revoir et transformer cette manière quelque part de faire et c'est de se dire ok, on est hyper stressé, on a toujours l'impression d'emmerder tout le monde sur la prod, de ne pas se comprendre et ainsi de suite. Notre objectif c'est vraiment de changer ça et quelque part à un moment donné que le chef de projet soit vraiment le rouage global de l'équipe et quelque part l'agent de communication entre le client et le reste de la chaîne de production. Mais c'est le voir vraiment du bon côté, c'est pour nous crucial. Et c'est pas se prendre au sérieux. Projeter votre histoire, ça c'est effectivement, on va le voir, le métier de RT1 TV, c'est avoir du matériel de projection, vous embarquer dans les histoires sans fin, ou concevoir une histoire afin de délivrer un message exploitant tous les outils filmiques. Pour Dany, c'est le premier. Pour Dany, c'est le premier, oui. Ok. Effectivement, c'est concevoir, c'est le numéro 3, concevoir une histoire. Et alors, la particularité ici, c'est que ça demande effectivement beaucoup de matériel, mais on pourrait aussi s'imaginer qu'une fois que le matériel est acquis, tout est simple. Et en fait, il faut aussi être très créatif et un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie expérience client, et sur le design thinking, il faut aussi être sur une capacité d'abstraction forte et de synthétisation. Pourquoi ? Parce que globalement, il faut comprendre quel est le message que veut faire passer le donneur d'ordre, le client ou autre, au travers du film. Et puis, c'est à partir de là de réussir à le concevoir, donc via un storyboard. Ensuite, très souvent, il faut faire un script. Ensuite, il faut aider le client. Très souvent, c'est lui-même qui veut parler, ou alors c'est géré via des voix off. Mais il faut aider le client à poser sa voix. C'est particulier, ça ne se fait pas comme ça. Il faut ensuite travailler sur la lumière avec les champs et ainsi de suite. Et puis après, c'est tout le temps se remettre en question parce que, par exemple, aujourd'hui, il faut, comment dire, Dany a pris notamment un drone pour pouvoir filmer des vues aériennes, ainsi de suite, pour des bâtiments ou autres. Mais à un moment donné, il faut un brevet de pilote par rapport à ça. Donc, il y a toute une formation à suivre qui a été suivie il y a 1 an et demi, je crois. C'est pareil aussi, utiliser une nouvelle technologie pour pouvoir faire des films en 3D. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, ok, si je fais un film comparé à un champ fixe, si j'ai un champ 3D, je filme en permanence en 360 degrés. Et donc à partir de là, comment je joue avec ce 360 degrés, comment j'amène l'utilisateur à orienter son écran en fonction de ce qui va se passer dans la scène suivante pour que justement il ait des effets de surprise ou qu'il ait en tout cas les effets escomptés par le client. Donc tout ça, c'est des technologies aussi qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser et donc c'est un métier qui est en complet renouvellement également. Donc juste passer un petit film, c'est le petit film corporate d'RT1 TV.
Comme ça, on ne pourra pas me reprocher de faire que du blabla. Voilà. Ok, développer les projets, ça c'est ma partie. Merci, pas trop de bleu. Apprendre tous les jours de ses collaborateurs et de ses clients pour concevoir en équipe les meilleures réponses possibles aux besoins des clients ou vendre des prestations non réalisables à des prix remisés pour agrémenter la vie de nos chers consultants. C'est encore mitigé, il y a des pièges. Ok, voilà. Très clairement... Ouais, on va réunir les deux aujourd'hui en termes de théorie et pratique. Ma collègue Cindy n'est pas là aujourd'hui, problématique de maladie, mais globalement, notre objectif, c'est vraiment d'apprendre en permanence de chacun, de comprendre aussi le quotidien et de comprendre les besoins, les possibilités et comment on peut interagir positivement. Et ça, donc, on essaie de l'appliquer évidemment tous les jours. Et à partir de là, c'est comment on peut exploiter le meilleur de vos connaissances et de vos compétences et les retransmettre au regard des besoins des clients. Donc souvent, je sais que la casquette du business développement, c'est le numéro 1, blablater toute la journée. Et bien en fait, on n'a pas beaucoup de temps de blablater toute la journée parce que 1, on doit apprendre beaucoup, 2, on a un paquet d'administratifs. Ça aussi, c'est super important parce qu'en fait, c'est hyper carré comme métier au final. Au global, c'est aussi pour ça que la partie 1, blablater, c'est pas blablater, c'est beaucoup échanger pour aussi apprendre en permanence. Parce que nous, on n'a pas vos formations. Et donc, c'est vous qui nous apportez aussi le haut de votre savoir, votre schématisation, qui nous permet, nous, à partir de là, d'apporter le meilleur de vos compétences aux clients. Et non, Eric, c'est pas du blabla. Je te vois perplexe. Ok, donc effectivement, c'était numéro 2. Donc c'était ça. Donc c'était pour dire que globalement, on est la vue de l'iceberg au début, quelque part, que va voir le client. On est souvent son premier contact avec OnePoint. Heureusement pour nous, actuellement, c'est très positif. On a un contact positif. Et après, c'est pareil, c'est aussi se reposer sur la confiance et le respect avec l'ensemble des équipes parce qu'à un moment donné, la confiance que nous, on a réussi à créer dans le discours commercial avec le client, elle est entre vos mains, quoi. Et donc si derrière il y a un délivrable qui va pas, ou il y a une mauvaise gestion, ou il y a je sais pas trop quoi, et après finalement c'est pas vous qui allez en direct, c'est soit le chef de projet, soit quand le chef de projet ça va pas, après ça va venir au niveau contractuel chez le commercial. Donc de toute façon on est vraiment sur une notion d'équipe et donc c'est comme ça que nous on voit cette fonction de business développement. C'est comme ça qu'on la voyait avant et c'est comme ça qu'on la voit encore plus maintenant avec cette capacité d'enrichissement au travers de vous. Donc alimentez-nous, continuez. Il y a un groupe web qui s'est créé, je ne sais pas si vous avez suivi, notamment sur la partie Workplace. N'hésitez pas à l'alimenter. À un moment donné, c'est comme ça aussi que nous, on apprend. Au passage. Et comme vous avez bien participé, comme dirait un célèbre personnage de OnePoint, c'est comme à l'école des fans, tout le monde gagne à la fin. Je vous propose de se retrouver autour d'un verre mardi 16 avril à 18h, pour ceux qui peuvent. On sera là aussi avec toute l'équipe qui est devant, là, qui est réunie au grand complet, répondre aux questions, échanger avec grand plaisir autour d'un verre, et puis pour vous remercier de votre participation. Il y aura quelques bulles. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Sachant que l'équipe étant là, n'hésitez pas à les interpeller également. Le 16, au niveau du drone, là, faut demander à Dany. On a déjà fait des scènes intérieures avec le drone, mais c'est compliqué. On se mettra dans la cour, c'est pas grave. À cette heure-ci, il n'y aura plus personne. J'ai respecté le timing, ça va? C'est bon. Pile poil. J'ai essayé de... On va déjà aller filmer pour espionner, et puis après... C'est bon, on peut y aller. Donc tu as une mission, Dany, tu as compris. Ok. Pas de questions, des choses à enrichir, des réactions Non, ça va? Ouais, pas chaud, pas chaud. Pas chaud. Bon, il y aura un questionnaire pour ça, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, venez poser vos questions. Hop. Le mardi 16 avril. Ça marche? Merci à vous. Merci à toi.